Bonjour à tous pour cette nouvelle émission de Parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'information Europe Direct. Je reçois aujourd'hui Pierre-Yves Monjal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors Pierre-Yves Monjal, professeur de droit public, qui travaille surtout sur le droit de l'Union européenne. Pour résumer un petit peu tout, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais on va se contenter de ça aujourd'hui. Et vous êtes un habitué de notre émission, vous êtes venu plusieurs fois et je vous en remercie. Alors aujourd'hui, on va consacrer l'émission à un mot qui résonne parfois comme un gros mot, pourtant c'est un mot important, c'est le mot de lobby, les lobbies en Europe. Alors d'abord une question toute simple, qu'est-ce que c'est qu'un lobby ? Alors le terme lobby, qui est très souvent utilisé, renvoie, et c'est aussi une expression que l'on utilise également, au groupe de pression. Groupe de pression, lobby, on pourrait dire que ce sont des termes qui sont synonymes. Alors on peut revenir juste un instant sur l'origine du terme lobby, qui est très simple. Pour ceux qui fréquentent les grands hôtels internationaux, en France, mais surtout aux États-Unis, le lobby, c'est le hall d'entrée de l'hôtel. Et au XIXe siècle, toujours actuellement d'ailleurs, les grands hôtels souvent organisent des conférences, et les personnes qui participent à ces conférences discutent bien sûr lors des différentes assemblées, mais surtout se parlent entre elles précisément où, dans quel lieu, dans le lobby. Et c'est là que les décisions très souvent se prennent. Voilà, le lieu de rencontre plus calme. Lieu de rencontre beaucoup plus calme, beaucoup plus feutré. Moins officiel. Voilà, moins officiel, très souvent en bilatéral ou en trilatéral. Et c'est souvent là où les décisions se prennent aussi. Alors, merci d'avoir rappelé cette origine, parce qu'on oublie effectivement la plupart du temps. Et alors, sur le plan juridique, est-ce qu'il y a une définition juridique du lobby ? Alors ça, c'est une bonne question et une vraie difficulté. Il n'y a pas à proprement parler de définition juridique du lobby, peut-être éventuellement de l'activité de lobbying, je vais y revenir dans un instant. Nous avons des définitions apportées par les sociologues, par la science politique. Les juristes, bien sûr, s'y sont attelés, mais on constate quand même qu'il y a des définitions qui sont assez divergentes et au fond, les grandes disciplines que je viens d'évoquer ne s'y retrouvent pas forcément. Néanmoins, pour le juriste, qui lui s'intéresse aux règles de droit, aux normes, on pourrait dire que le lobbying ou l'activité de lobbying consiste pour une institution économique, pour un acteur économique, peu importe son statut, ça peut être une association, ça peut être une organisation non gouvernementale, ça peut être un groupe d'entreprises, donc plus ou moins constitué, eh bien c'est le fait pour ces acteurs économiques de s'approcher, de se rapprocher des décideurs politiques et donc au fond des normateurs, de ceux qui font la loi, le droit, dans le but d'obtenir un cadre juridique qui favorise à ces groupes de pression, à ces lobbies, leurs intérêts économiques. Alors, un groupe qui peut avoir une dimension variable, suivant le sujet, je pense. Oui. Et alors, dans l'Union européenne, où est-ce qu'ils agissent, ces groupes ? Où est-ce qu'on les trouve ? Alors, là aussi, c'est très intéressant. Les groupes de pression, les lobbies, sont à Bruxelles, bien entendu. Mais on a constaté une évolution. D'abord, on dénombre à peu près entre 1000 et 1500 groupes de pression. Je ne pense pas qu'on ait une comptabilité très très fine sur ce point. Oui, 1500, c'est déjà pas mal quand 1500, même. c'est considérable. Ça représente quand même c'est considérable. Et ça couvre absolument tous les champs de l'activité économique, industrielle, agricole, environnementale. On pourrait multiplier les exemples. Et pendant très longtemps, les groupes de pression, les lobbies, s'approchaient à Bruxelles de la Commission européenne. Bon. Mais depuis peut-être une quinzaine d'années, les groupes de pression se sont rendus compte que la décision se prenait aussi au Parlement européen. Et désormais, les groupes de pression, les lobbies, fréquentent ostensiblement les couloirs du Parlement européen, aussi de la Commission, mais on voit bien qu'il y a eu un changement institutionnel dans le cadre de l'Union européenne et les groupes de pression se sont évidemment adaptés à cela. La promotion du Parlement européen se manifeste clairement dans l'attention que portent les groupes de lobbyistes. C'est exactement ça. Oui. En creux, on pourrait effectivement voir que le Parlement européen, comme vous le dites justement, a été promu au rang de grand acteur politique et décisionnel européen. La preuve, c'est que les lobbies s'approchent d'eux. C'est tout à fait important, je crois, de le mentionner, cette affaire du Parlement. Alors, ils servent à quoi ?
parce que bon, on a des groupes de pression. Concrètement, est-ce que leur action a un intérêt réel? Est-ce qu'ils vont permettre d'influer vraiment des décisions? Oui, les groupes de pression, c'est une réalité agissante. Ils ont un intérêt qui est bien entendu un intérêt particulier. On est dans une logique ici très corporatiste. Et les groupes de pression s'approchent des décideurs politiques afin de bénéficier d'un environnement économique, d'un environnement juridique qui leur soit personnellement favorable. Il faut bien comprendre cet aspect des choses. Les groupes de pression agissent et sont de vrais acteurs du marché économique et du droit. Vous vous posez des questions sur les nouvelles technologies, la santé, les enfants, le jardinage ou encore sur le droit et le patrimoine? Eh bien, RCF est à votre service toute la semaine de 10h à 11h. Olivier Tonnelier, accompagné de spécialistes, répond à toutes vos questions en direct. À votre service, la vie pratique en question du lundi au vendredi dès 10h. RCF. RCF. La joie se partage. Parlons d'Europe avec Pierre-Yves Mongeal, professeur de droit public à l'Université de Tours. Nous sommes en train de parler du phénomène lobby. Et justement, la question que je me posais, c'est dans quel domaine particulier peut-on voir ces lobbies? Est-ce qu'on a vous pouviez nous donner quelques exemples? Parce qu'on pense lobby, on pense industrie, mais l'industrie n'est pas du tout le seul groupe de pression. En effet, quand on parle lobby, on pense au lobby industriel. En particulier, les lobbies qui ont une véritable force de frappe, ce sont les lobbies pharmaceutiques, les lobbies automobiles, et l'actualité malheureusement montre que ce n'est pas toujours aussi net que cela, mais les lobbies financiers, bien sûr. Les banques, bien entendu, oui. Les assurances, les lobbies agricoles, viticoles. Et les lobbies ne sont pas uniquement européens. Il faut savoir que Amazon, Apple, Microsoft, Coca-Cola sont des acteurs qui agissent sur le marché économique européen et ont une force de frappe, là aussi, en termes de pression et en capacité. Ils sont en capacité d'obtenir de la part de la réglementation européenne des conditions qui leur sont favorables. Est-ce qu'ils obtiennent vraiment des choses ? Oui, ils obtiennent des choses. Il y a eu, il y a un peu plus d'un an, même 2 ans maintenant, ça a débouché d'ailleurs sur un scandale, l'action des lobbies qui travaillent dans le secteur du tabac. Oui. Et une réglementation européenne qu'on a appelée la directive tabac voulait essayer de limiter la vente des tabacs, et les groupes de pression, des grandes marques de tabac, se sont approchés de la Commission européenne, du Parlement européen, pour éviter que, tout simplement, le nombre de consommation et de production, surtout des cigarettes, ne diminue. Donc, ils obtiennent des choses. C'est vrai dans le secteur électrique, c'est vrai dans le secteur viticole, j'ai pris cet exemple il y a un instant, ils obtiennent des choses. Alors, c'est pas très rassurant sans doute. Pour nous. Mais donc, l'industrie, et vous avez cité les assurances, donc il y a visiblement d'autres systèmes, d'autres lobbies, types de lobbies que... par exemple, les grands systèmes, vous m'avez dit tout à l'heure, les grands systèmes mutualistes. Oui. On n'y pense pas spontanément. Alors, on n'y pense pas spontanément parce que en France, on a souvent un petit peu tendance à se lancer dans des débats extrêmement clivants, très manichéens. Il y aurait les mauvais lobbies, forcément les lobbies industriels qui cherchent toujours à réaliser plus de profits. Oui, bien sûr, sans doute, c'est une réalité. Mais il y a également énormément d'organisations non gouvernementales, il y a énormément d'associations. Et vous preniez l'exemple qui est très intéressant des mutuelles. Il faut savoir que tout le système mutualiste français est représenté. Alors le lobby est faiblement structuré, a peut-être des moyens d'action plus limités que les groupes comme Coca-Cola ont sans doute, mais le système mutualiste français est représenté à Bruxelles et tente à toute force, et il y parvient, de faire en sorte que le système mutualiste français, la Maïf, la MGEN, la Massif, tous les groupes que l'on connaît, ne soit pas tout simplement grignoté par d'autres systèmes
systèmes beaucoup plus économiques comme les systèmes assurantiels privés. Donc, ce qu'on appelle lobby, je crois qu'il faut être de ce point de vue-là assez réaliste. Cela concerne bien sûr les activités industrielles, mais également des activités non industrielles. Greenpeace, par exemple, en matière environnementale, c'est un lobby, c'est un groupe de pression. Donc, pour, je dirais, désamorcer et empêcher d'entrer dans une logique un petit peu clivante lorsqu'on analyse les lobbies, il faut simplement partir de l'idée qu'il y a des structures, des associations, c'est ce que je disais tout à l'heure, des acteurs économiques ou non, qui cherchent à obtenir de la part de la réglementation européenne, de la part des acteurs de l'Union européenne, des règles protectrices qui défendent leurs intérêts et qui peuvent être, alors, dans l'opinion publique, de bonnes causes à défendre. Qui sera contre l'environnement, qui sera contre la protection des animaux, sans doute personne. Mais c'est tout de même du lobbying. Est-ce que, du coup, est-ce que les associations de consommateurs, par exemple, font du lobbying à Bruxelles ? Les associations de consommateurs font du lobbying à Bruxelles et de manière extrêmement importante, dans le but d'obtenir de l'Union européenne, et ils l'ont obtenu d'ailleurs, des règles européennes protectrices des consommateurs. Parce que très souvent, les consommateurs sont souvent, on le voit avec Volkswagen en ce moment, les victimes de comportements un petit peu erratiques de grands groupes industriels. Alors, il nous reste 1 minute pour conclure. L'image mafieuse dont on a souvent qu'on a souvent mis collée au lobby, finalement, elle est un peu à nuancer quand même. Je crois qu'elle doit être à nuancer. Sans doute qu'il y a eu des valises qui contenaient des billets pour obtenir l'attention de telle ou telle institution européenne, mais je n'y crois pas trop. C'est beaucoup plus subtil que cela, c'est beaucoup plus construit. Et désormais, il y a une réglementation européenne qui date de 2011, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une modification en 2014, qui permet de recenser très précisément les lobbies, leur donner des autorisations de circuler, comme je l'évoquais tout à l'heure, dans les couloirs du Parlement européen. Et lorsque l'Union européenne rédige un règlement ou une directive, désormais, on parle de traçabilité, eh bien, la réglementation en question doit lister tous les groupes de pression qui ont été consultés. Donc, le consommateur peut savoir quelles sont les entités qui ont contribué à l'élaboration de la norme. Mais qu'est-ce qui s'est dit ? Comment ça a été dit ? Est-ce qu'il y a eu des avantages ? Malheureusement, là, on ne dispose pas d'un cadre juridique qui permet d'opérer un vrai contrôle sur ce point. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Maintenant, désormais, le lobbying nous est plus familier à tous. Et Pierre-Yves Mongeal, merci beaucoup. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle émission de Parlons d'Europe.